Donc, bienvenue à ce Midi de l'IRIB. Je suis Margot Hardy, je travaille pour l'IRIB. Pour ceux qui ne connaissent pas l'IRIB, c'est l'Institut de recherche interdisciplinaire sur Bruxelles. C'est en fait un réseau interne à l'Université Saint-Louis qui a pour but de fédérer les recherches sur Bruxelles et qui a depuis toujours cette volonté de faire connaître et de discuter aussi les recherches avec une audience un peu plus large. La séance d'aujourd'hui s'intitule Un médiaparc à Bruxelles, l'industrie des médias et sa dynamique régionale. Les intervenants vont vous présenter les résultats d'une recherche qui a duré 4 ans, qui s'appelle Media Clusters Brussels et qui a été financée par Innoviris. Alors, je vais rapidement vous présenter les intervenants. Vous avez d'abord Marlène Komorowski, qui est ici à la droite, qui est chercheuse et doctorante à la PUB dans le SMIT, qui va d'ailleurs bientôt déposer sa thèse et la défendre, si je ne m'abuse, et qui a une approche plutôt quantitative sur l'économie des médias. Vous avez ensuite à la gauche Victor Houillard, qui est chercheur et doctorant à l'ULB au RECIT, donc le Centre de recherche en sciences de l'information et de la communication, qui finalise aussi sa thèse de doctorat, si mes informations sont correctes, et qui travaille plutôt sur l'évolution en matière de production, diffusion et utilisation des informations. Ensuite, vous avez Sabri Berinos, qui est chercheur et doctorant ici à l'Université Saint-Louis, au sein du Précom, et qui s'intéresse à la diversité au sein des organisations de médias et des productions médiatiques. Vous avez Aek Picon qui va prendre la parole en premier, qui est professeur adjoint à la VUB et membre aussi du Radboud Journalistique, qui est le conseil flamand de journalisme, et qui s'intéresse particulièrement à la fracture numérique dans le domaine des médias et du journalisme. Nous avons ensuite David Domingo, qui est mon ancien collègue, qui préside la section journalisme du département d'information et de communication de l'ULB et qui s'intéresse particulièrement, dans le cadre de ses recherches, au processus d'innovation en matière de communication en ligne. Et vous avez enfin, last but not least, Geoffroy Patriarche, qui est mon collègue ici au sein de l'Université Saint-Louis de Bruxelles, qui dirige le Précom avec Marie et qui s'intéresse particulièrement aux aspects discursifs et sociopolitiques des pratiques de communication numérique. Voilà pour les intervenants. Nous avons aussi 2 discutants. Noël Magis, ici, qui est responsable de Screen Brussels, qui est la structure de la région bruxelloise d'accompagnement et de soutien à l'industrie audiovisuelle. Et nous avons aussi Yann Verheyen, qui est ici, qui travaille au sein de la Société d'aménagement urbain, donc le SAU, et plus particulièrement sur le projet Mediapark Brussels. Voilà, le temps pour moi juste de vous rappeler le timing. Donc, nos intervenants vont vous présenter leurs résultats durant 40-45 minutes, puis nous aurons une discussion avec les discutants pendant une dizaine de minutes. Et enfin, nous ouvrirons le débat avec vous pendant une demi-heure. Et ensuite, nous nous retrouverons pour boire un verre et fêter la fin du projet autour de dessert. Voilà, bonne séance. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Bon après-midi, merci d'être là et de participer à cette fin en fait, du projet où on aimerait bien vous présenter un peu la totale de ce qu'on a fait pendant ces 4 ans. Je ne vais pas vous embêter trop avec le contexte, mais juste pour vous donner une idée, que ceci est un projet collaboratif entre 3 universités et 3 groupes de recherche qui sont tous, font tous de la recherche dans les sciences de la communication, mais comme j'espère que vous avez entendu aussi, on a tous quand même des spécialités très différentes et donc très complémentaires dans ce projet. Un projet de 4 ans qui a eu une, si je puis dire, une bonne collaboration aussi avec des partenaires comme notre parrain, d'abord Solange Verger, mais après Yann Verheyen et Noël Magis de Screen Brussels. Un partenariat vraiment très agréable et c'est très satisfaisant de travailler dans un contexte où on voit
que les recherches qu'on fait sont aussi valorisées, utilisées, appréciées par le secteur même. C'est un projet qui, juste pour vous donner une idée, a 18 rapports qui sont issus de ce projet. Il y a 6 articles déjà publiés, il y en a d'autres qui vont suivre. On a fait une conférence de presse l'année passée. Voilà, c'est pour ça que ceci c'est un comité un peu plus petit, mais juste pour vous donner une idée de ce qu'on présente aujourd'hui, c'est vraiment la synthèse de tout ça. Si vous êtes intéressé, notre site mediaclusters.brussels sera toujours en ligne pendant les mois à venir, donc tout reste bien là pour votre convenience. Alors, pourquoi est-ce qu'on a étudié naturellement les médias? Juste pour quand même vous expliquer un peu le contexte, c'était évidemment un des thèmes des projets anticipés il y a 4 ans, qui sont toujours focalisés sur une thématique qui parlait des clusters de médias. Mais c'est pas un hasard. Il y a naturellement le développement du parc Reyers comme pôle Reyers, pôle médiatique, qui se fait en parallèle au fait, qui s'est accéléré il y a 4 ans et qui maintenant s'est accéléré même encore plus, puisque les bâtiments de la VRT sont maintenant, enfin les nouveaux bâtiments sont présentés, le projet, le plan total a été présenté, les architectes de la maison des médias Frame qui va se mettre aussi sur le site a été présenté. Donc nous on a vraiment aussi construit cette recherche comme une recherche qui pouvait supporter ou informer les décisions prises dans ces processus. D'un autre côté, naturellement, l'industrie médiatique est en fort changement. Il y a l'évolution, la digitalisation, naturellement, aussi les plateformes qui sont très importantes. Et c'est intéressant de voir Bruxelles quand même choisir le pôle Reyers et l'industrie créative, médiatique comme un pôle d'attraction important. Donc, on est à Bruxelles dans cet environnement très central en Europe, très diversifié, et où les changements se font sentir aussi. Donc, après ça, se pose la question, pourquoi le concept de cluster? Ben, c'est d'un côté aussi parce que le concept, l'idée d'un cluster, d'un pôle, a été proposé par... enfin, c'est un instrument politique, un instrument de développement urbain qui avait déjà sa place dans le climat bruxellois. Screen Brussels, bien que ce n'est pas vraiment une organisation ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un pôle, mais c'était déjà inscrit dans la logique de collaborer entre les médias ou de faciliter la collaboration entre différentes industries, différentes firmes dans le monde médiatique, et qui a quand même aussi déjà eu pas mal de succès dans cette mission. Mais on voit dans la théorie aussi qu'il y a cette idée de focaliser des entreprises dans un endroit et que ça peut résulter dans des gains économiques, des gains créatifs, etc. D'un autre côté, ce concept est souvent utilisé d'une manière très théorique et surtout d'une manière où les avantages sont aussi au niveau théorique. On prévoit des avantages, mais la recherche pratique est souvent très limitée. Donc, on a choisi ce concept parce qu'il peut aider le développement, la diversification de l'environnement médiatique, mais aussi surtout de pouvoir analyser, évaluer le succès potentiel d'un pôle comme le pôle Reyers. Et en même temps, on a ce cas très local ici en Belgique, à Bruxelles, mais on s'inscrit dans une logique aussi internationale où plein de projets du genre émergent en Europe et aussi plus loin. Et même s'il y a des exemples très
établis, très vieux, comme le Hollywood, c'est un cluster aussi, dans un certain sens. L'idée de vraiment utiliser ça comme un instrument de politique, de développement urbain en Europe est beaucoup plus récente. Voilà. Il y a naturellement différents types de clusters que nous avons pu évaluer, qu'on a pu synthétiser dans la recherche aussi pratique à travers des case studies, des études de cas. Et juste pour vous donner une idée de la complexité derrière le concept des clusters. On pense souvent qu'un cluster, c'est simplement l'agglomération d'entreprises dans une entité locale, mais il y a plein de dynamiques différentes qui se manifestent derrière ces clusters. Ceci juste pour vous donner cet aperçu. Par exemple, il y a des dynamiques qui sont beaucoup plus focalisées sur quelques entreprises très grandes dans un cluster où des petites entreprises se mettent autour. Il y a des clusters qui sont vraiment focalisés sur le développement urbain, tandis que d'autres sont plutôt des clusters où on favorise la créativité. Certains clusters sont très dirigés politiquement, très dirigés d'un point de vue de développement urbain. D'autres sont beaucoup plus bottom-up, pour dire. Et c'est ça la différence qu'on essaie aussi de pouvoir prendre avec nous dans un cadre analytique pour puis aller à la recherche de quelles sont les dynamiques qui peuvent aider à analyser ces clusters. Après ça, ce qui est encore important de dire et qui, je pense, aussi forme la force et l'aspect assez unique de ce projet, c'est que, comme je vais vous le présenter, il y a en effet naturellement l'aspect économique. Ça veut dire que quand on voit la recherche de clusters traditionnellement, c'est une recherche basée sur des chiffres économiques, sur des indicateurs économiques, pour pouvoir analyser l'effet bénéficiaire de ce point de vue-là. Mais ce que nous avons proposé dès le début, c'est aussi de regarder pas seulement les entreprises, mais de aussi focaliser sur les employés, les journalistes, les professionnels des médias, puisque eux aussi peuvent à leur compte s'agglomérer, se mettre dans une ville, et surtout dans un monde médiatique qui bouge très vite. Il serait aussi important d'attirer les profils intéressants, les profils qui peuvent aider à développer ce monde ou cette entreprise. Et c'est pour ça qu'on a focalisé aussi spécifiquement là-dessus. Et naturellement, vu aussi notre expérience, quand on a fait un tour de table, on voyait déjà qu'une organisation comme Screen Brussels se manifeste comme une communauté de pratique. Et donc, là aussi, on a voulu analyser le niveau virtuel, le niveau où des communautés, où des liens se forment, pas nécessairement parce que les gens se retrouvent dans une localité, mais parce qu'il y a des liens via des réseaux sociaux, via des rencontres plus informelles, par exemple, et c'est ça qu'on a aussi repris. Et voilà, juste pour vous donner une idée, les médias pour nous, c'est 4 grands clusters avec, parce qu'on parle souvent aussi d'industrie créative, nous on a focalisé sur les médias. Pour nous, c'est les entreprises qui développent toujours du contenu, surtout du contenu médiatisé. Et donc, des entreprises comme les musées, les arts plastiques ne sont pas ici dans notre analyse. Voilà, donc je vais vous présenter, moi, les résultats de l'aspect économique. Donc, quand on a regardé ce qui se passe à Bruxelles d'un point de vue d'entreprise, et on a vu que Bruxelles est de facto un cluster médiatique. Donc, quand on fait une analyse de l'activité de l'industrie des médias à Bruxelles, on voit que Bruxelles est au fait le cluster le plus important en Belgique
en ce qui concerne l'activité des médias. Ce qui se voit très bien sur l'affiche ici. Donc c'est déjà un environnement très fertile pour développer un cluster médiatique comme le pôle Reyers, puisqu'il y a déjà cette activité médiatique très forte en Belgique. Même si on est un petit pays et donc les distances ne sont pas si grandes que dans d'autres pays, mais quand même ça montre déjà qu'il y a ce cluster qui se forme au niveau de l'activité macroéconomique. On voit là, naturellement, quand on va un peu plus en profondeur, que c'est surtout une activité, comme vous le voyez, audiovisuelle, première instance, avec ce grand pôle. Vous voyez les entreprises qui sont là-dedans, mais naturellement, on a ces entreprises comme la VRT, la RTBF, mais naturellement aussi RTL, Kinépolis, tous des grands groupes qui sont bien représentés à Bruxelles. Et quand on voit le niveau de l'industrie du print, le mot m'échappe, on voit aussi un deuxième grand cluster jaune, comme vous le voyez, d'entreprises, où il y a là aussi quelques grandes entreprises en haut, et puis plein de petites entreprises que vous voyez dans les petits cadres qui se forment autour. Mais c'est vraiment un cluster, c'est une économie qui a naturellement aussi ces grands pôles, ces grandes entreprises avec plein de petites entreprises autour. Naturellement, Rossel, Mediafin sont importants ici aussi. Là aussi, les évolutions sont à voir. On a vu que de Persgroep se distancier de plus en plus de Bruxelles, prend Anvers comme ville pour son siège, mais aussi pour sa rédaction déjà. Donc c'est toujours possible que ces dynamiques changent, mais en tout cas, pour l'instant, Bruxelles est vraiment une ville médiatique. Alors, même dans Bruxelles même, si on prend la ville, on voit au niveau des entreprises quelques clusters qui émergent au quartier. Il y a le cluster audiovisuel au quartier Reyers, évidemment. Et je pense que c'est aussi une chose qu'on verra dans nos conclusions, que le pôle Reyers est quand même très fortement un pôle audiovisuel, aussi dans sa conception. C'est peut-être un point d'attention de prendre, que c'est quelque chose qu'on peut amplifier ou que peut-être on peut diversifier. Mais on voit aussi un pôle qui est plus axé sur les nouvelles au quartier européen, un pôle audiovisuel aussi à Flagey, Porte de Namur, et un cluster médiatique à Canal. Donc là aussi, on commence à voir qu'il y a différents niveaux sur lesquels un cluster peut se manifester. Au niveau très macroéconomique, on voit déjà la ville de Bruxelles. À Bruxelles, il y a certains pôles qui se forment et qui peuvent donc être intéressants pour aussi tenir en compte que même si on met un pôle Reyers à Bruxelles, au pôle Reyers, qui sera toujours important de continuer à avoir ces liens avec des autres pôles qui peuvent se manifester à Bruxelles. Et donc d'un point de vue du nouveau des travailleurs professionnels, des transports en commun, etc., c'est quand même un élément à prendre en compte. Alors à Reyers, on voit qu'il y a ce pôle audiovisuel. Naturellement, il y a RTL, VRT, RTBF, BTV, donc c'est des grandes entreprises qui se mettent là et qui naturellement font en sorte que ce pôle surgit aussi dans les données. Mais néanmoins, on voit aussi plein de petites entreprises facilitaires qui se mettent autour de ce pôle et qui montrent que d'un point de vue très organique, ce pôle médiatique à Reyers s'est déjà formé plus ou moins
Donc, de nouveau, ce n'est pas un pôle. Ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est que plein d'exemples internationaux de pôles médiatiques qui sont vraiment dirigés comme développement urbain, on voit que parfois l'aspect développement urbain devient plus important que l'aspect médiatique. Ce qui veut dire que, par exemple, on a aussi des exemples comme à Manchester, où un pôle a été dirigé par la BBC, on va mettre un pôle là-bas, mais ça n'a pas fonctionné du tout, par plein de raisons, mais aussi parce qu'il n'y avait pas cette économie médiatique déjà en place, tandis qu'à Bruxelles, il est clair que c'est le cas. On voit aussi naturellement donc, ces autres clusters. Le quartier européen a aussi Video House, par exemple. Il y a Politico qui se manifeste, l'AFP qui est là. Et donc ça montre aussi l'aspect européen. Donc Bruxelles est naturellement aussi cette ville européenne. Et ça surtout fait que c'est la ville avec le plus de correspondants au monde, même plus que Washington, puisque c'est vraiment le centre de la politique européenne. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut tenir en compte et qu'on ne voit pas souvent si on ne focalise pas aussi sur les professionnels des médias. Alors le cluster AXL, qui est surtout formé par Déofilm, TVBA et la maison de production et médias, et aussi Clear Channel, UGC. Donc c'est aussi des clusters qui se forment, mais qui sont un peu plus petits. Et à Canal aussi, il y a quand même, surtout avec GC2SO, Mediafin, Tour et Taxi, le développement aussi de ce site a quand même une importance. Voilà, c'est à Victor. Alors bonjour à toutes et à tous. Ça c'était pour la partie entreprise et le niveau plus macroéconomique de notre enquête. Maintenant je vous propose de passer à la partie plus micro et à l'analyse que l'on a réalisée des travailleurs médiatiques à Bruxelles. Comme vous pouvez le voir, on s'est concentré sur 4 aspects qui étaient à nos yeux les plus importants. Donc les profils des travailleurs médiatiques, leurs conditions de travail et ensuite leurs compétences et leur mobilité quotidienne à Bruxelles. Pour ce faire, on a d'abord commencé par analyser en fait les données qui étaient existantes au niveau régional et au niveau national. Il faut savoir qu'il y a 2 types de données qui sont potentiellement utilisables. C'est d'une part les données de la sécurité sociale, donc de l'ONSS pour les employés, et d'autre part de l'INASTI pour les indépendants. Mais ces données posent quelques problèmes et je vous expliquerai par après, parce qu'elles utilisent des catégories, notamment la catégorie NACE. Et l'autre possibilité, c'est d'utiliser l'enquête sur les forces de travail, donc l'EFT, qui est bien connue, mais qui n'était pas applicable pour nous parce que l'échantillon était trop petit. Si on se recentre sur Bruxelles et sur les médias, en fait les données ne sont plus représentatives. Du coup, on a voulu compléter les données existantes. On a réalisé notre propre enquête en ligne qui a eu près de 600 réponses. Et on a complété ça évidemment avec des entretiens semi-directifs avec des journalistes et des professionnels des médias, ainsi que des observations et d'autres modes de collecte de données plus informels, je dirais. Alors les résultats, premièrement, les données de l'ONSS et de l'INASTI, elles confirment les résultats qui ont été présentés par Ike et qui ont été réalisés par Marlène, qui est que, évidemment, Bruxelles est bien un ou plusieurs clusters médiatiques, puisqu'il y a à Bruxelles plus de 15 000 employés référencés par l'ONSS et plus de 1300 travailleurs indépendants selon l'INASTI. Au niveau des secteurs, les résultats, encore une fois, confirment ceux qui ont été trouvés par l'autre niveau, puisque le secteur principal, comme vous pouvez le voir ici, est le secteur de l'audiovisuel, avec plus de 6000 employés.
Viennent ensuite, à part à peu près égale, le secteur de la publicité et le secteur de la presse, avec plus ou moins 3000 travailleurs. Et alors enfin, le secteur des nouveaux médias. La différence entre ces 4 secteurs, c'est que les 3 premiers secteurs, donc la presse, la publicité et l'audiovisuel, sont en légère perte de vitesse, je dirais en tout cas en nombre d'employés, alors que le secteur des nouveaux médias est lui en train d'augmenter. Et c'est ce que vous pouvez voir ici en fait, c'est sur les 5 dernières années, les 3 descentes et la montée. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de se concentrer sur la différence justement entre ces données de l'ONSS et de l'INASTI. Si on voit au cours des années 2011 à 2015, date à laquelle on avait les derniers chiffres à l'époque, on voit qu'il y a une légère baisse dans le nombre de travailleurs médiatiques. Mais si on compare les employés versus les indépendants, on voit qu'en fait il y a une relativement plus grosse baisse chez les employés et une augmentation des indépendants. Et ça a été une de nos hypothèses de travail, c'est qu'il y aurait une relative précarisation des conditions de travail des gens qui travaillent dans les médias à Bruxelles, et ça a été confirmé par ailleurs, mais je reviendrai là-dessus après. Ce qui a été intéressant aussi dans le petit graphique que vous pouvez voir là en dessous, bon, c'est pas très visible, j'espère qu'on vous communiquera les slides après, c'est que l'enquête en ligne a montré qu'il y avait vraiment une diversité en fait dans les modes de travail et les conditions de travail des travailleurs des médias à Bruxelles. Il n'y a pas seulement des employés et des indépendants. Dans les indépendants, il y a des freelances, mais il y a aussi des business owners, des patrons. Il y a également des étudiants qui travaillent, il y a des gens qui sont en stage, il y a des bénévoles. En fait, il y a vraiment une diversité de personnes qui participent en fait, à l'environnement médiatique bruxellois et à ces clusters bruxellois. Alors, ce qui a été très intéressant dans l'enquête en ligne et qui confirmait aussi nos intuitions, c'était que en fait, cette force de travail médiatique bruxelloise, elle est hautement éduquée par rapport à d'autres secteurs à Bruxelles. Puisqu'en effet, l'enquête a montré qu'il y avait plus de 50% des individus qui ont un diplôme de master universitaire, puis 11% des individus qui ont des diplômes de 4 ou 5 ans non universitaires. Donc là, on parle de diplôme de technicien en 4 ans, comme ça faisait plus encore dans le temps, de l'IAD, etc. Et 28% des individus qui avaient un diplôme supérieur de type haute école courte de 3 ans. Donc en fait, il y a moins de 5% des individus qui n'ont pas fait d'enseignement supérieur dans le secteur des médias à Bruxelles. Voilà. Maintenant, les études que ces personnes ont faites, notre enquête a montré que la plus grosse catégorie, c'était des personnes qui avaient étudié le journalisme, évidemment. Viennent ensuite des personnes qui ont étudié le cinéma et la télévision, mais il y a en fait toute une diversité qu'on n'arrive de nouveau pas à voir ici, mais il y a des personnes qui viennent des domaines des sciences politiques, qui ont étudié le management ou le business, la sociologie, etc. Donc le secteur, au niveau en tout cas des travailleurs, le secteur médiatique n'est pas fait uniquement de personnes qui ont fait des études en rapport avec les médias. Alors, ce qu'on a aussi voulu faire dans notre enquête en ligne, c'est d'essayer d'avoir un premier aperçu de leurs compétences, puisque ça ne s'est pas retrouvé dans les données publiques qui existaient. Bon, c'est très difficile de parler de compétences, surtout quand on demande aux personnes de s'auto-évaluer. Donc on a essayé de faire la chose la plus... d'arriver à un résultat le moins biaisé possible, mais il faut savoir que c'est très très difficile de s'auto-évaluer. Alors on a demandé aux gens de s'auto-évaluer sur toute une série de compétences qu'on a regroupées en 3 grands groupes. Les premières concernent tout ce qui est les tâches créatives, et donc là on voit que vraiment 80% des répondants se sentaient à l'aise avec l'utilisation de méthodes innovantes, de faire du multitasking, de pouvoir réfléchir de manière critique aux tâches qui leur étaient demandées. Une deuxième catégorie de compétences étaient celles qui sont relatives aux aptitudes sociales et à la communication. Et là, on voit que les travailleurs des médias sont aussi très à l'aise avec ça. 80% estiment parler là où les langues requises pour leur travail, estiment pouvoir communiquer sans problème avec leurs clients, travailler avec d'autres personnes, travailler en groupe, etc. Là où ça a bugué, si je peux me permettre, c'est lorsqu'on s'est intéressé aux compétences qui sont liées aux nouvelles technologies et au digital, où seulement 60% des travailleurs médiatiques ont répondu qu'ils étaient à l'aise avec les logiciels informatiques qu'on leur demandait d'utiliser. Donc on parle ici de logiciels de retouche photo, de montage, de visualisation de données, etc. Et seulement
17% étaient à l'aise avec les langages de programmation informatique qui se développent de plus en plus et qu'on voit arriver dans le secteur des médias. Alors, encore une petite slide ici sur l'enquête en ligne. On a demandé aux répondants de donner leur employeur lorsqu'ils étaient employés et de donner leur fonction dans tous les cas. Et donc, vous voyez ici des nuages de mots. Le premier, ce sont donc les entreprises des répondants qui confirment encore une fois les résultats au niveau des entreprises. On voit la présence de ces grosses encres, de ces grosses entreprises comme la RTBF, la VRT, Roularta, Video House, RTL, etc. Et cette constellation de beaucoup plus petites initiatives qui gravitent autour. Là, la taille des mots en fait, dépend simplement du nombre de fois où l'entreprise a été citée. Pour ce qui est maintenant des fonctions exercées, on voit qu'il y a encore une très grande diversité de fonctions qui sont exercées, mais elles se regroupent dans 3 grands groupes. Donc les métiers qui sont relatifs à la production de contenu, tels que journalistes, rédacteurs, scénaristes, etc. Un deuxième groupe qui renvoie plus à des tâches qui sont en fait des tâches techniques de production et de post-production des contenus, donc comme caméraman, technicien, régisseur, etc. Et un troisième groupe de professionnels des médias qui sont là plutôt des activités de gestion et de management sous une forme ou une autre, comme celle de producteur, directeur général, rédacteur en chef, etc. Alors revenons une dernière fois sur les conditions de travail. Ce qui est intéressant de voir, comparé à d'autres secteurs à Bruxelles, c'est qu'il y a une très grande proportion, ou en tout cas une plus grande proportion, de personnes qui travaillent pour une institution publique. Et là, il s'agit, encore une fois, de la RTBF et de la VRT. On voit également ici que, en fait, seulement 40% des individus qui ont répondu à notre questionnaire ont un contrat de type contrat à long terme, durée indéterminée. Et en fait, la majorité des individus ont un contrat à court terme ou à durée fixe. Et alors, on peut regarder ici, enfin, je ne sais pas si vous voyez, maintenant les heures de travail qui sont prestées par les individus. Si on regarde les données agrégées ici, on voit qu'en fait, les travailleurs médiatiques travaillent en moyenne 38 heures par semaine rémunérées. Et ça peut paraître très normal, mais lorsque l'on va voir en fait en détail les données, on voit qu'il y a plus de 20% des répondants qui travaillent plus de 45 heures et plus de 20% qui travaillent moins de 30 heures. Donc il y a en fait une grande disparité. Et alors, chose encore plus étonnante, c'est que beaucoup d'entre eux, ou presque tous, ont déclaré faire des heures supplémentaires non rémunérées, et on arrive en moyenne à plus de 10 heures supplémentaires non rémunérées par semaine pour les travailleurs des médias. Et alors, une dernière chose que je voulais partager avec vous maintenant, c'est au niveau de la géographie et de la mobilité des travailleurs des médias à Bruxelles. Alors, la plupart des répondants ont affirmé travailler dans la commune, la municipalité de Bruxelles-Ville, donc ici, ce qui confirme les intuitions de clusters aux alentours du canal, etc. Une très très grande partie ont affirmé travailler à Schaerbeek, encore une fois pour ce cluster de Reyers, et à Ixelles. Donc, ce sont les points que vous voulez voir là. Une autre chose qui est assez intéressante, c'est qu'en fait, de Bruxelles, il y en a qui ont répondu, en fait, travailler, comme vous le voyez, en périphérie au nord, notamment dans la commune de Vilvoorde. Et en fait, si vous allez voir, vous pouvez même aller voir sur Google Maps, il y a toute une série d'entreprises comme Roularta, Media House, VTM, etc., qui sont installées en fait en périphérie bruxelloise, littéralement à 1 mètre de la frontière bruxelloise, pour des raisons qui peuvent être d'ordre politique, taxes et autres, je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose à garder en tête lorsque l'on veut parler d'un cluster médiatique à Bruxelles et du Mediapark. Et alors je terminerai en disant que 60% des travailleurs qui ont été interrogés vivent à Bruxelles, 25% viennent de Flandre et 15% seulement viennent de Wallonie. Il y a donc plus de personnes qui viennent de Flandre que de Wallonie, et c'est principalement, quand on regarde les données encore une fois, pour travailler à la VRT. Voilà, avant de passer au Mediapark, je vais laisser Sabri parler un petit peu des communautés de pratique.
Donc les communautés de pratique, c'est le niveau méso, donc entre le niveau macro, les entreprises, le niveau micro, les travailleurs médias. Et c'est un peu réfléchir à la manière dont les travailleurs médias interagissent entre eux pour améliorer leurs pratiques au travers d'espaces d'apprentissage sociaux. On est parti de la définition de Wenger des communautés de pratique et on l'a développé en fonction de nos propres objectifs dans cette recherche fortement exploratoire. Et donc notre définition en tant que telle, elle est un peu longue, mais je vais vous la lire quand même, c'est les communautés de pratique sont des groupes de travailleurs médias provenant de différentes entreprises médias qui se rencontrent plus ou moins régulièrement en face à face dans l'optique de partager des pratiques répondant aux besoins changeants dans les domaines liés aux médias. Voilà, c'est un peu long, mais c'est la définition qui nous intéressait. Donc, ce qui est intéressant, c'est un des éléments clés qu'on a observé en fait quasiment directement, c'est le fait qu'il y ait deux approches des communautés de pratique, donc une approche top-down et une approche bottom-up, donc disons descendante et ascendante. Lorsqu'on parle des communautés de pratique descendantes, ce sont des communautés de pratique qui sont en fait institutionnalisées. Donc elles répondent aux objectifs d'une institution et elles sont initiées et soutenues par des parties prenantes publiques, par exemple, ou bien des organismes bien établis. Donc ça pourrait être le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc le régulateur de l'audiovisuel francophone belge, ou ça pourrait être par exemple l'Association des journalistes professionnels. Donc il y a par exemple le plan TV qui a été développé en premier, en tout cas par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant de s'ouvrir à différents partenaires. Et donc c'est un événement trimestriel à destination des producteurs TV. Et le but, c'est de faire des conférences et des rencontres, un partage de pratiques et à un moment offrir un drink et donc permettre un réseautage. Donc c'est le dessin enfin la photo qui est là de mon côté gauche. Donc il y a d'autres exemples évidemment comme BeVR qui a été développé par Screen Brussels et dont l'idée est de regrouper toutes les personnes intéressées par le secteur de la réalité virtuelle et donc de les faire se rencontrer régulièrement et notamment autour de conférences aussi, mais aussi d'essais de différents produits et pour permettre en fait au réseau de se structurer et aux différents acteurs d'échanger notamment sur leur création. Donc ce qui est intéressant avec ces communautés de pratique-là, donc descendantes, c'est que bien sûr elles ont accès à beaucoup plus de ressources, enfin à pas mal de ressources humaines, financières et matérielles spécifiques. Donc elles ont d'autres atouts, notamment le fait qu'elles aient une notoriété, une légitimité qui leur permet d'accéder plus facilement à différents acteurs, à différents lieux. Elles ont des meilleures bases de données de contact. Et donc ça leur permet de remplir leur mission qui va bien sûr au-delà des communautés de pratique, mais dont les communautés de pratique de façon relativement plus aisée. À l'inverse des communautés descendantes, des communautés ascendantes, qui résulte généralement d'initiatives individuelles. Donc c'est une personne qui sera à elle seule la structure même de la communauté de pratique. Et donc elle va développer comme ça un projet, par exemple une série de conférences comme, sur les questions numériques comme Café numérique. Et elle va le développer toute seule ou en partenariat avec quelques personnes, souvent de façon bénévole. Et la motivation n'est pas aussi claire que dans les autres types de communautés descendantes. Et elle peut être très variable et ça peut être du fait d'aimer organiser des événements, au fait de vouloir structurer un secteur ou bien de simplement se tenir au courant de ce qui se passe dans ce même secteur. Donc dans ces cas-là, l'accès des ressources est plus limité. Donc les accès aux équipements, aux ressources financières, aux ressources humaines, bien sûr, sont plus limités. Souvent, ça passe par des partenariats. Un exemple d'où provient la photo ici, c'est Brotarou, qui est soutenu par Screen Brussels d'ailleurs, qui donc un événement de réseautage. Et donc une fois par mois, les différents développeurs de jeux vidéo se regroupent dans un café et échangent de manière informelle sur la profession, mais aussi viennent avec leur ordinateur portable qu'ils installent sur des tables et viennent présenter leurs produits à leurs collègues et viennent répondre directement, viennent directement recevoir des feedbacks et des informations concrètes sur ce qu'ils peuvent changer, faire évoluer dans leurs projets.
Donc en fait, il y a vraiment une grande variété de modèles dans les communautés de pratique. Nous, on a pris une définition relativement large parce qu'il y a vraiment plein de façons pour les travailleurs médias d'échanger des pratiques. Et on a essayé de prendre différentes visions en fait, de ce que ça pourrait être. Et il y a par exemple des communautés un peu hybrides qui sont en même temps des incubateurs ou des espaces de coworking. Donc il y a vraiment une très grande variété des communautés de pratique. Donc, le modèle des communautés de pratique influe sur la localisation des événements. Donc, si on est top-down ou bottom-up, nos événements vont être à différents emplacements dans Bruxelles, dans le sens où si jamais on est une communauté institutionnalisée, on aura accès à une série de bâtiments, et notamment nos propres bâtiments, les bâtiments de Screen Brussels, le bâtiment du CSA, où on peut organiser ces événements, alors que quand on est une communauté bottom-up, on fait souvent des partenariats et donc on est dépendant des partenaires et donc on va se retrouver à faire par exemple un partenariat avec un café et donc on va se retrouver à cet endroit-là pour cette raison-là. Donc pour le slide suivant, un résultat intéressant, donc on a aussi posé pas mal de questions dans l'enquête quantitative dont parlait Victor sur les communautés de pratique et sur les expériences de partage de connaissances en communauté ou via réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que la plupart des personnes interrogées n'assistent pas aux communautés de pratique telles qu'on les a définies et ou ne savent même pas qu'elles existent. C'est pas pour autant que c'est pas utile. Et c'est un élément qui nous a marqué, en fait, c'est que ils en tirent vraiment parti à plusieurs égards. Donc, on a comparé les personnes qui ont participé aux communautés de pratique avec les personnes qui sont très régulières dans les communautés de pratique avec les personnes qui n'ont jamais été à une communauté de pratique. Et on a essayé de voir les différents résultats, les différents bénéfices qu'ils en tiraient ou qu'ils déclaraient en tirer. Et on voit d'énormes différences, et notamment par rapport au secteur médiatique qui, comme on l'a vu, a certaines spécificités, notamment le fait qu'il y ait des travailleurs isolés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dépendants juste d'une entreprise, mais souvent travaillent dans différentes entreprises. Il y a de plus en plus de travailleurs précaires ou de travailleurs freelance, comme on l'a vu. Et il y a aussi une très grande importance pour ces travailleurs d'être tout le temps à jour, d'être tout le temps au courant des nouveaux challenges qu'il y a dans le domaine. Et ça va très très vite dans le domaine des médias. Le secteur évolue constamment. Il nécessite l'innovation et la créativité autant du point de vue technologique que du point de vue du business, des business models. Donc, et de plus, il y a de moins en moins de ressources pour toute la chaîne de production et une nécessité constante de s'adapter. Et enfin, comme Victor l'a bien montré, il y a une très grande variété de travailleurs différents, en fait, de secteurs différents, de jobs différents, de tâches et de compétences différentes. Donc, sur ces graphiques que vous n'arrivez pas à lire, évidemment, on a juste regroupé quelques éléments de l'enquête. Donc, on a posé aux différents travailleurs médias interrogés la question de à quelle fréquence ils obtenaient une série de bénéfices à travers leur expérience d'apprentissage partagée dans les communautés et réseaux sociaux. Et ensuite, on a comparé les résultats, comme je disais, entre les réguliers, ceux qui vont régulièrement aux communautés de pratique, ceux qui y vont de temps en temps et ceux qui n'y vont pas du tout. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est vraiment de voir que sur tous les graphiques, même si vous n'envoyez pas le contenu, la partie bleu foncé, c'est les gens qui déclarent... Enfin, on va faire ça autrement. La première ligne, c'est les réguliers. La deuxième ligne, c'est les personnes qui ont été au moins une fois dans les communautés de pratique. Et la troisième ligne, c'est les personnes qui n'ont jamais été. Et de gauche à droite, en fait, c'est la fréquence. Donc, plus on va à droite et plus fréquemment on répond qu'on a eu accès à ces bénéfices. Et donc, ce qu'on voit sur l'ensemble de ces graphiques qui sont des bénéfices différents, c'est que plus on est régulier dans les communautés de pratique et plus, en fait, on a des bénéfices. Et notamment au niveau du développement des pratiques. Donc, on trouve plus facilement de l'aide et de l'expertise dans les communautés de pratique, et notamment celles qui visent un job particulier, comme celles orientées vraiment sur le journalisme. Donc c'est des endroits où ils peuvent partager leurs pratiques et leur expérience et avoir des feedbacks directs, un peu comme l'exemple que je donnais avec Brotaru. C'est aussi des endroits où il y a possibilité de faire du réseautage.
en fait, des fois plus facilement que dans un événement de réseautage classique. Donc, certaines personnes nous ont dit clairement que c'est plus simple de partager des pratiques avec quelqu'un et d'en fait développer un réseau plus fort au travers de ce partage de pratiques plutôt qu'un endroit où on va juste boire un verre et se regarder les yeux dans les yeux sans raison. Donc, et le secteur média est basé sur la collaboration. Donc, c'est un élément qui ressort de la littérature, mais aussi de nos interviews, c'est qu'il est nécessaire en fait de trouver des artistes avec qui collaborer, mais aussi des techniciens, aussi des personnes pour financer le secteur. Donc tout passe en fait par le fait d'échanger avec d'autres personnes. Il y a certains académiciens qui parlent de la nécessité d'être a pub person, donc une personne de bar, disons, donc la nécessité en fait de pouvoir aller boire un verre avec des gens pour pouvoir nouer des relations. Donc il y a l'importance aussi de l'innovation dans ce domaine, comme j'en parlais avant. Donc c'est aussi un élément qui est aidé par les communautés de pratique parce que beaucoup des personnes qui participent trouvent des nouvelles idées et sont inspirées. Et là, il y a une grande importance en même temps de rester à niveau par rapport à ce qui est fait ailleurs pour éviter d'être dépassé, mais aussi d'adapter sa pratique par rapport à ce qui se fait ailleurs, de nourrir sa pratique et dans l'idéal, en fait, d'être en première ligne et d'être innovant pour avoir un meilleur impact par rapport à la concurrence. Et ce qui est intéressant aussi dans ce qu'on a vu, c'est qu'au-delà de l'impact sur les travailleurs médias, il semble aussi avoir un impact sur les entreprises et les secteurs. Donc, pour ça, on voit que... moi, je vais aller très rapidement là-dessus. Donc, les personnes interrogées parlaient vraiment d'avantages pour leurs entreprises. Et on parlait notamment d'accès aux nouvelles technologies à bas prix, d'innovation, d'avantages sur la concurrence. Mais aussi, c'est un élément assez paradoxal, ça je vais quand même le souligner, parce qu'on est dans une situation où il y a un conflit permanent entre les besoins pour les travailleurs médias d'être tout le temps à jour, mais aussi la contrainte des priorités quotidiennes, et notamment parce que l'employeur considère qu'il faut travailler sur le cœur du métier, il faut produire, mais en même temps, il y a cette nécessité d'être à jour tout le temps. Et donc, il y a une contradiction vraiment très forte à ce niveau-là. Ensuite, voilà, il y a les différents sous-secteurs des médias semblent aussi pouvoir profiter de ces comités de pratique avec une meilleure structuration, notamment pour les petits secteurs, et aussi une meilleure qualité de leur production au final, notamment chez les journalistes. Mais aussi, il y a une très forte complexité au niveau du paysage médiatique, institutionnel et linguistique bruxellois qui pose pas mal de problèmes. On a aussi pas mal développé des recommandations sur le développement de ces comités de pratique et donc ça se retrouve sur notre site internet aussi. Voilà. Et voilà, je vais passer vite à la dernière partie de notre présentation avec toutes ces recherches qu'on vient de vous présenter et les contacts quotidiens avec les acteurs impliqués dans le développement du Media Park Brussels. On a recensé, on a trouvé des tensions présentes et futures qui peuvent arriver, mais qu'en fait on devrait interpréter comme des décisions stratégiques qu'il va falloir prendre et qui les acteurs impliqués, si on avance à la suivante, sont censés d'affronter. Parce que comme on a vu au début, il n'y a pas une seule manière de faire des clusters médiatiques. Et ici, on est devant d'un projet, le Media Park Brussels, qui est lidéré par la région Bruxelles-Capitale, avec des acteurs de différents niveaux impliqués, mais notamment pilotés par deux agences de développement, Perspective Brussels et la Société d'aménagement urbain, qui sont ceux qui font le développement du projet même, qui va donner un niveau des éléments centraux, un bâtiment appelé Flame, les nouvelles headquarters, les lieux de la VRT et l'RTBF, et qui vont autour de ça construire, comme on voit dans la prochaine
l'année prochaine, oui, le slide prochaine, tout un réaménagement urbain de la zone de Reyers, qui est déjà en train de se faire, qui se fait avec ces 2 grands nouveaux bâtiments pour les acteurs de la radio-télévision publique, avec ce bâtiment Flame qui hébergera des petites entreprises avec une philosophie plutôt d'incubateur, et aussi inclut un aménagement des habitations et des commerces qui complètent ces projets médiatiques. Et c'est précisément dans cette optique qu'on voit la première tension à laquelle il faut faire front, et c'est la tension entre un développement urbain ou le développement d'un projet orienté à le développement d'une communauté médiatique. Il faut garder en tête, pour comprendre ça, le fait qu'en Belgique, les compétences des politiques sont assez distantes, assez réparties. Et ici, on a un projet lidéré par la région qui a surtout compétences en urbanisme et en développement économique. Et les compétences sur les médias, sur la culture, sont dans les mains de la communauté francophone et néerlandophone. Ça veut dire qu'il y a une distinction des compétences qui pourrait éventuellement compliquer le développement du projet. Au montant, on pense que ça pourrait être perçu comme une opportunité, parce que dans les 2 côtés, région et communauté, il y a des initiatives politiques pour l'accélération des innovations. Et cette accélération des innovations, c'est le point de rencontre entre ces 2 niveaux de compétences. À niveau région, on a l'ICAP et IDROPS qui pourraient inclure des initiatives spécifiques pour les médias. C'est une des choses à considérer. On a la connexion entre l'aspect plutôt technologique et l'aspect plutôt des contenus et des formats qui maintenant sont dans les côtés région et communauté spécifiquement. Et ici, c'est clair que Screen Brussels est une initiative de la région qui essaie d'arriver de façon très explicite à intégrer la réflexion sur les médias dans les politiques régionales. Et dans ce contexte-là, les communautés de pratiques sont aussi une autre opportunité de notre point de vue, dans le sens que, comme Sabri a expliqué, sont l'opportunité de détecter des besoins, d'échanger des savoirs, de promouvoir des relations entre les différents acteurs. Et ici, les politiques pourraient avoir un rôle de plus en plus important à développer, animer ce genre de communautés qui, par définition, ont tendance à être fragiles dans son structure, ce qui n'est pas nécessairement problématique, mais à niveau logistique, une aide publique pourrait être très bienvenue pour être beaucoup plus efficace à faire cet effet réseau. Si on avance, parce que je sais que le temps, voilà, que je voudrais laisser du temps à la discussion. La deuxième tension qu'on détecte, c'est celle entre décider entre utiliser ces media clusters qui se développent pour promouvoir et renforcer les systèmes médiatiques locaux, la région bruxelloise comme cluster médiatique qui existe déjà, ou utiliser ces nouvelles plateformes pour attirer de nouveaux investisseurs internationaux et avoir un rayonnement global qui existe déjà grâce
à la centralité de Bruxelles comme ville du journalisme européen, mais qui pourrait s'élargir à d'autres domaines du monde médiatique. C'est vrai que ces deux options ne sont pas nécessairement incompatibles, mais il y a des contradictions et des risques de prôner pour l'une ou pour l'autre, ou d'essayer de jouer à ces deux volets en même temps. D'un point de vue local, c'est clair que les media clusters peuvent avoir un effet pervers sur la reste de la ville de Bruxelles, dans le sens d'affaiblir d'autres pôles médiatiques. Et alors il faut être conscient de ça et jouer à que ces pôles rayers deviennent un incentif pour la croissance de tous les secteurs médiatiques à Bruxelles. Et du côté global, il faut voir comment on articule la relation entre l'industrie existante déjà et l'industrie internationale qu'on pourrait attirer et intégrer à ces pôles médiatiques, et voir comment faire que la relation entre grandes entreprises où VRT et RTBF vont toujours avoir un rôle central, comment elles jouent à créer des relations avec des entreprises petites, locales ou internationales qui pourraient participer à ces média clusters. Ça nous amène à la suivante réflexion, qui est par rapport à faire un cluster qui est spécialisé sur un sujet assez spécifique, une partie du secteur médiatique concret, ou au contraire faire un pôle qui est ouvert à les différents modes de communication médiatique déjà présentes à Bruxelles. Et c'est clair que, comme on a vu, Bruxelles comme ville et comme région a une diversité à niveau de différents secteurs médiatiques, mais le secteur audiovisuel est central et sa présence est forte et a cette possibilité d'être moteur et leader. L'effet que le projet de Media Park s'est fait à Reyers, c'est évident que veut jouer avec cette position centrale de médias publics audiovisuels belges, et ça donne de façon presque implicite l'idée qu'on va aller dans la direction d'un projet plutôt des médias audiovisuels. Mais il faut réfléchir sur quelles sont les implications de ça et quelles serions les possibilités. C'est vrai que se spécialiser, c'est toujours une bonne stratégie si on veut développer aussi ces présences internationales, donner une couleur, une identité qui permettrait de se positionner dans les scènes globales. Mais de l'autre côté, un cluster plus ouvert probablement serait plus bénéfique à développer les relations locales et renforcer les médias déjà existants dans la région. En tout cas, il faut toujours avoir en tête que les entreprises qui produisent des contenus ont besoin de tout un réseau d'entreprises de soutien, et qu'il faut toujours avoir ça en tête quand on développe l'une ou l'autre stratégie. Et j'ai fini avec une réflexion qui est en même temps stratégique et académique, dans le sens que notre projet a essayé de montrer comment la réflexion sur les développements médiatiques doit avoir en tête différents niveaux de développement et différents acteurs. Et les organisations médiatiques sont normalement au centre de la réflexion, mais on insiste que penser aussi aux besoins des travailleurs et à les opportunités que la communauté de pratique nous donne
c'est stratégique pour imaginer et trouver des réponses aux défis stratégiques que j'ai présentés juste ici. Dans ce sens, on a besoin de mieux stratégies pour ramasser des données par les administrations publiques, parce que parfois elles ne sont pas suffisamment détaillées par rapport à comprendre les besoins spécifiques d'un secteur comme les médiatiques qui est assez concret dans ces configurations. Et deuxième chose, les travailleurs médiatiques dans un contexte de précarisation où il y a des besoins de formation continue pour s'adapter à les évolutions, devrions aussi être pris en compte dans la configuration de ces nouveaux pôles, de ces clusters, et la promotion des communautés de pratique serait une de ces stratégies la plus fructifère à notre avis. Voilà, j'arrête ici et je donne le temps à la discussion. On a envie de vous entendre. Commençons par nos discussions. Je reviens vers Margot pour... Oui, je tiens seulement à vous préciser qu'en effet, les slides seront disponibles sur le site de l'IRIB de cet après-midi. Mais oui, passons directement la parole aux discutants. Bon, je vais peut-être me permettre de commencer en premier sur le dernier sujet de Mediapark. Donc je pense que les tensions ou les dangers que vous avez soulignés, je pense qu'ils sont réels, mais je ne suis pas sûr qu'ils posent tous tant et tellement un problème. Et je voulais peut-être recontextualiser que le projet Mediapark, d'abord, c'est un projet beaucoup plus large que juste la création d'un cluster géographique autour des médias. C'est avant tout un projet de développement dans lequel, si on met VRT, RTBF à part, le développement si je raisonne purement en termes de mètres carrés, le développement de mètres carrés médias est même plutôt minoritaire dans le projet. Les enjeux importants du projet, c'est aussi la création d'un très grand parc public de plus de 9 hectares. C'est la création de logements, un enjeu principal aussi pour la région, mais ce n'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc aussi la création encore un potentiel de développement de mètres carrés médias, mais c'est pas c'est juste un des axes parmi d'autres sur le projet. Et par rapport à son contexte Mediapark, en fait, dans cet axe-là, le projet existe déjà. Donc, comme plusieurs présentations l'ont déjà démontré, aujourd'hui, Bruxelles et Reyers en particulier, c'est déjà un cluster important au niveau des médias. Donc, par rapport à le risque de ne pas réussir sur l'ambition média dans le projet, ce risque pour moi, pour l'instant, dans le contexte d'aujourd'hui qu'on connaît, qu'on maîtrise, il est très limité parce que tout ce qu'on peut attirer en plus, c'est gagné. Et même si dans le pire des cas, à part VRT, RTBF, il n'y a pas une seule autre entreprise qu'on va attirer sur Mediapark, on peut toujours dire que le projet s'appelle Mediapark et on pourra le dire avec fierté. Donc voilà, ça c'est une chose. Après aussi, je pense qu'il faut très bien tenir en... Parce qu'il y a plusieurs présentations qui font référence à il faut tenir en compte ce besoin et ce besoin et tout à fait. Mais ce qu'il ne faut pas oublier dedans, c'est que le projet, pour des raisons opérationnelles que je ne vais pas détailler maintenant parce que j'aurai pour toute l'après-midi, mais le projet, opérationnellement, devra se faire sur plus ou moins 10 à 15 ans de développement. Donc, il y a une partie des besoins et des envies du secteur qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a aussi une partie et des envies futures du secteur qu'on ne connaît pas encore et qu'on va
devoir prendre en compte dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc pour ça, il est très important, et je pense que dans l'état actuel des choses, c'est le cas, que le projet soit très flexible et puisse s'adapter à des nouvelles réalités qui vont émerger. Donc ça, je pense que c'est notre point d'attention majeur, c'est de rester flexible et ouvert au développement du secteur. Après, je voulais encore réagir sur, ça va un peu dans le même sens, la potentielle concurrence avec d'autres pôles. C'est vrai. Donc, évidemment, il y a toujours un danger. On développe un nouveau projet et il y a des entreprises qui sont aujourd'hui implantées sur d'autres pôles à Bruxelles ou en dehors de Bruxelles qui vont dire « Ah, on a envie de déménager à Mediapark ». Là, encore une fois, c'est quelque chose auquel on doit être attentif. On doit être attentif de prévoir sur Mediapark peut-être des infrastructures, des opportunités qui sont difficilement réalisables dans ces autres pôles. Mais en même temps, on ne fonctionne pas dans un système dirigiste, on fonctionne dans un monde où chaque entreprise peut librement prendre ses décisions. Donc, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on doit en faire un très très grand problème. C'est un point d'attention, je suis d'accord, mais vraiment problématiser ça, je ne suis pas sûr que c'est nécessaire. Et la même chose un peu avec la collaboration entre régions, communautés. Ça aussi, c'est une réalité. Hein, donc, tout ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord qu'il y a plein de choses sur différents niveaux. Et moi, je le vois plutôt comme une circonstance avec laquelle le projet doit fonctionner. Et jusqu'à maintenant, et évidemment, les choses peuvent évoluer dans le futur, mais je pense que aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à dire que c'est au contraire. Je pense que le projet aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, est une très belle preuve qu'une collaboration entre régions et communautés, et ici donc sous la forme de la RTBF et de la VRT plus concrètement, est plutôt réussie et a justement démontré que c'est possible. Après, oui, ça peut changer. On n'a pas de boule en, comment on dit ça, boule en cristal, donc voilà. Mais c'est quelque chose auquel on doit être attentif. Et après, dernière chose que je vais dire, et après je laisse la parole à Noël, c'est ce que j'ai trouvé. En fait, c'est une recherche que je ne connaissais pas encore, c'est celle sur les communautés. Ça m'intéresse peut-être de creuser un peu plus dans la suite pour le projet Frame, qui a justement, et donc que vous avez cité, et qui est maintenant vraiment dans les starting blocks. Et donc le permis d'urbanisme est introduit, on envisage débuter la construction fin de 2019, et qui est un peu conçu autour de cette idée, et donc de vraiment réunir des entreprises établies, des structures établies avec des startups ou des initiatives éphémères. Et on va bientôt aussi lancer des appels à projets par rapport à tout ça. Et donc pour l'instant, je pense qu'on travaille un peu dans cette direction des communautés éphémères et informelles. Mais ça m'intéresse de peut-être nourrir notre démarche et nos futurs cahiers des charges, peut-être avec certaines conclusions ou exemples, ou je ne sais pas, qu'on peut sortir de l'étude. Voilà. Voilà, super. Merci Yann. Moi, simplement, ce que je retiendrai aussi de cette étude, c'est l'approche quantitative du nombre d'emplois et de l'activité économique générée par le secteur des médias et de l'audiovisuel en région de Bruxelles-Capitale, avec la complexité suprême dans cet exercice de pouvoir tenir compte effectivement des employés et des indépendants. C'est relativement facile, même si déjà le secteur des indépendants est un petit peu plus compliqué à mesurer, mais c'est aussi un secteur dans lequel, et vous l'avez souligné, mais à mon avis ce serait encore intéressant d'aller plus loin dans cette granulosité des métiers. L'audiovisuel, les médias, la télévision, le cinéma, etc., est aussi,
je dirais, des métiers dans lesquels il y a toute une série de statuts intermittents, artistes, chômeurs avec un statut d'artiste, travaillant parfois, ne travaillant pas. Et donc c'est avant tout un travail évidemment qui est basé par projet dans les médias de plus en plus. Donc c'est logique effectivement que le nombre d'employés baisse, que le nombre d'indépendants augmente. Et indépendant, c'est encore un statut que peuvent atteindre ceux qui peuvent facturer un certain nombre de prestations suffisantes pour avoir un statut d'indépendant. Ce serait effectivement intéressant de creuser encore plus loin ces personnes qui vivent d'un statut encore plus précaire, entre guillemets, en sachant que ça fait d'emblée partie de ce type de métier. Donc, si on embrasse une carrière dans le secteur du journalisme aujourd'hui, ou du cinéma, ou de la télévision, ou du spectacle, c'est par définition une carrière précaire. Et donc, c'est vrai que ça devrait se refléter aussi dans l'observation et de l'évolution des chiffres. Et je terminerai aussi par le fait que l'initiative Screen Brussels, mais aussi l'initiative du Mediapark et le fait aussi que la région finance ce type d'études démontre suffisamment que le secteur des médias et de l'audiovisuel, eh bien, la région de Bruxelles-Capitale en a pris la mesure et est consciente du potentiel que cela peut représenter en termes de développement économique, en termes de développement d'emploi, en termes de développement d'image aussi, parce que c'est une des retombées indirectes qui existent quand on travaille avec l'industrie des médias et de l'audiovisuel, par définition. Et puis, il y a des effets indirects aussi qui sont générés par les activités médiatiques et audiovisuelles, notamment dans le secteur des tournages ou des reportages ou des captations. Il y a souvent toute une série de partenaires et de travailleurs étrangers qui viennent à Bruxelles pendant la durée de la prestation. C'est des mini-événements, des mini-conventions qui rassemblent parfois 100, 200, 300, 400 personnes, et ça génère aussi des retombées indirectes. Ce serait aussi intéressant à terme de pouvoir mesurer les effets induits par l'activité médiatique sur les retombées indirectes en matière d'ORECA notamment, ou de location de biens et services. Merci beaucoup. Je vous propose peut-être de répondre très très rapidement en une minute si vous voulez réagir, et puis après d'ouvrir la discussion. En fait, notre réaction pourrait être pont avec la discussion, parce que je pense que voilà, les défis pour la région Bruxelles-Capitale et dans ces projets, dès notre point de vue, une fois on a analysé l'industrie médiatique à Bruxelles, c'est précisément de trouver l'équilibre entre ces projets urbanistiques qui est à la base des Mediapark Brussels et les besoins de l'industrie. Et là, bien sûr, l'implication des deux plus grands acteurs du système médiatique à Bruxelles, comme sont RTBF et VRT, c'est un très bon point de départ. Mais probablement, il y a toujours des opportunités d'impliquer des initiatives à niveau communautaire qui ont comme mission les soutiens du secteur médiatique, qui pourraient être identifiés et leur amener à privilégier, d'imaginer ensemble comment elle peut s'impliquer à ces projets. Et il y a aussi je comprends l'idée de la flexibilité nécessaire dans tout projet, dans un secteur comme celle du média qui évolue assez vite. Mais mes collègues diront s'ils sont d'accord. Personnellement, je pense que les futurs, on les construit à partir du présent, et que des décisions stratégiques présentes vont déligner l'avenir. Et dans ce sens-là, décider si prioriser ces rayonnements internationaux ou renforcer l'écosystème médiatique local, c'est une décision qui peut être, vous allez trouver la ligne d'équilibre entre les deux, mais c'est une réflexion qu'il faut faire. Et de la même façon que décider si l'audiovisuel continue à être les centres de ces médias clusters qui existent dans ces évolutions futures, ou si on fait des paris pour d'autres secteurs stratégiques,
c'est une des réflexions qu'on ne peut pas laisser les temps nous décider, qu'il va se développer si, et grâce à des décisions stratégiques qui vont permettre alors montrer où ces médias clusters va, et alors ça va attirer des acteurs locaux ou internationaux différents. Je pense que cette définition est importante.